Non-violence, persuasion, grâce. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Salut les cinéphiles, c'est Alex et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau débat dans le Saloon. On va parler d'un carton planétaire annoncé bien avant sa sortie, du nouveau bébé recyclé de Disney. Je veux bien entendu parler du Roi Lion, certainement le film le plus attendu de cet été, qui est en salle depuis le 17 juillet. Et depuis l'annonce du projet, l'adaptation du dessin animé culte de 1994 déchaîne les passions et pour cause, le Roi Lion reste à ce jour le plus grand succès de Disney Animation et a marqué son époque autant que les décennies qui ont suivi. Quel est donc l'intérêt à le reproduire en prise de vue réelle et avec des animaux en images de synthèse plus vraies que nature? C'est la question à laquelle on va tenter de répondre avec Thibaut Ducret. Salut Thibaut. Salut Alex. Et Alessia Meroulas. Salut Alessia. C'est la première fois que tu passes la porte du Saloon. On est très heureux de t'accueillir. Tu es étudiante en cinéma et puis tu travailles aussi pour différentes radios comme Fréquence Banane ou LFM. Et en fait, tu m'as contacté, tu m'as dit je suis hyper fan du Roi Lion. Il faut absolument que je vienne faire ma première fois dans le Saloon pour parler de ce film. On verra si tu as aimé donc cette adaptation live action. Si vous êtes prêts, Thibaut, Alessia, si vous êtes prêts à rugir comme Simba et à rôter comme Pumba, alors on y va. C'est chouette comme métaphore, non? C'est pas une métaphore, c'est une périphrase. Oh, fais pas chier. Ça, c'est une métaphore. L'histoire du Roi Lion n'a pas bougé d'un poil. On retrouve le jeune lionceau Simba, promis au trône de la savane par son père Mufasa, lui-même tué par le traître Scar, son frère hérétique qui sympathise avec les vilaines hyènes et s'approprie la couronne. Exilé loin du royaume, Simba, avec l'aide de ses nouveaux amis Timon et Pumba, va tenter de récupérer son royaume. Au-delà de l'histoire et des dialogues identiques, on retrouve les chansons cultes d'Elton John, la BO de Hans Zimmer qui tente de moderniser son score de l'époque et tous les plans iconiques du dessin animé adaptés ici par le réalisateur Jon Favreau, à qui l'on devait déjà l'adaptation du Livre de la Jungle après les 2 premiers Iron Man. Au casting anglophone notamment, on retrouve les voix de Beyoncé, Childish Gambino, Seth Rogen, Ian Oliver ou Chiwetel Ejiofor qui joue Scar. Voilà un petit peu pour les présentations de ce Roi Lion live action de Disney. Quel est l'intérêt finalement, Thibaut, de refaire ce genre de choses, le live action de Disney qui nous resserve depuis pas mal de temps? Je crois que finalement c'est la question qu'on se pose à chaque nouvelle adaptation, depuis Cendrillon, le Livre de la Jungle, La Belle et la Bête, etc. Et là pour le Roi Lion spécifiquement, selon toi, qu'est-ce qui est intéressant? Selon moi, il y avait peut-être un pari technique qui était intéressant, effectivement, de passer de l'animation 2D à l'animation 3D. Là, la particularité par rapport aux autres live-action qu'on avait eu jusqu'à maintenant, c'est que c'est le premier où finalement on n'a absolument aucun humain. Aucun acteur réel, même le Livre de la Jungle, il y avait l'acteur, le pauvre petit acteur qui incarnait comme il pouvait Mowgli dans la version de Jon Favreau déjà. Là, il n'y a plus que des animaux, donc on est vraiment dans un film d'animation en images de synthèse, quoi. Et je me retrouve un petit peu emmerdé face à ce film parce que je suis dans une position que je déteste adopter mais que je peux pas quitter là, c'est celle du vieux con qui répète en boucle du c'était mieux avant, parce que de base moi je suis plutôt ouvert à l'idée de la relecture, des remakes, je pense qu'on peut répéter 1000 fois la même histoire mais simplement en adoptant des points de vue originaux on peut apporter quelque chose. La preuve avec le récent Mowgli d'Andy Serkis. Je pense qu'on va y revenir parce que là c'était un film qui vraiment avait des partis pris autant narratifs et formels qui justifiait justement de raconter une nouvelle fois cette histoire. Qui changeait complètement du dessin animé. Absolument. C'était pas du coup une adaptation de Disney, contrairement au Livre de la Jungle justement. Mais là pour moi, ce Roi Lion, en fait, à part l'hallucinante claque technique, et ça c'est indéniable, parce que l'animation est à tomber par terre, le photoréalisme atteint un niveau absolument dingue. À part ça, pour moi, il n'y a aucun intérêt. D'accord. Alessia, toi, avant d'aller voir le film, est-ce que tu trouvais qu'il y avait un intérêt à revisiter le Roi Lion comme ça, quasiment plan par plan? C'est ce que nous vendait la bande-annonce et c'est ce qui finalement ressort du film après l'avoir vu. Toi, à la base, c'était quelque chose qui t'attirait? Alors honnêtement, quand j'ai appris qu'ils allaient faire ça, j'ai dit jamais j'irai voir ce truc au cinéma, genre hors de question. On ne touche pas au dessin animé. Touche pas au dessin animé. Je pense que je suis le bébé de votre bande et moi, le Roi Lion, je crois que je me souviens pas si je l'ai eu en cassette, mais je pense que c'est celui que j'ai vu le plus après Blanche-Neige. Et Blanche-Neige, j'ai usé la VHS, genre elle ne fonctionnait plus.
Et donc voilà, j'ai vraiment grandi avec depuis que je suis née. Et du coup, je me suis dit jamais, jamais, jamais. Ouais. Et après, j'ai vu la bande-annonce en 3D et je me suis dit ouais, bon, ok, pour la technique, je vais quand même aller le voir parce que ça a l'air assez hallucinant en plus sur grand écran et tout. Donc c'est plus pour ça que je suis allée le voir à la base. Et finalement, toi, t'en ressors avec quelle impression de ce film ? Je suis un peu mitigée. Pour moi, c'est un peu comme Shining. Shining, c'est un très bon film d'horreur, mais une très mauvaise adaptation du livre de Stephen King. Et là, je pense que c'est quand même un bon film, mais c'est un très mauvais remake. Enfin, on touche pas... Enfin, c'est un sacrilège. Ouais, on ne touche pas au Roi Lion. Ouais. Non, c'est finalement qu'est-ce qui selon vous pose problème dans ce film et qui fait que ça ne fonctionne pas et qu'on en ressort un petit peu mitigé comme ça. Parce qu'au-delà de la technique, qu'est-ce qui suit pas derrière ? En fait, il y a l'utilisation de la technique. C'est que finalement, pour moi, il y a quelque chose dès le départ qui est un problème, c'est le parti pris du photoréalisme. Ouais. Et surtout du réalisme tout court, enfin du réalisme avec de gros guillemets, c'est-à-dire que on évoquait Mowgli tout à l'heure. Le truc fascinant dans le film d'Andy Serkis et dans cette version du livre de la jungle, c'est que on tournait en performance capture avec des vrais acteurs dont on retrouvait les expressions chez les animaux. Ouais. Et on avait des animaux vraiment anthropomorphiques qui avaient des expressions très 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 marquées. Et ça justifiait cette nouvelle version parce que ça servait aussi le récit qui travaillait un petit peu la limite entre l'humain et l'animal. Et c'était cohérent. Il y avait vraiment de la nouveauté. Là, on part du principe qu'on fait un truc photoréaliste et que donc on va mettre en image des vrais lions. Et en fait, on se retrouve effectivement face à des animaux qu'on croirait réels, mais qui n'ont du coup quasi aucune expression faciale. Et du coup, moi, j'ai plus l'impression d'être face à un documentaire animalier ou limite devant la vie privée des animaux. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ces petits sketchs de Patrick Bouchetté qui reprenait des extraits de docu-animaliers et qui les redoublait, qui redoublait les animaux de façon débile. Et là, moi, j'ai plus l'impression de voir ça parce je trouve qu'il y a une dissonance constante entre les animaux qui sont effectivement très réalistes et puis tout d'un coup, on reste dans un truc où les animaux parlent et chantent. Donc, à quoi bon faire des animaux qui ressemblent à ce point-là, à ce qu'on peut voir dans la nature ? Je suis complètement d'accord avec toi. Pour moi, c'est vraiment le gros problème, c'est qu'à la base, le Roi Lion était un challenge en fait pour Disney Animation à l'époque, c'est-à-dire c'était leur premier dessin animé où il n'y avait aucun humain et où aucun animal ne représentait une forme humaine. Il y avait vraiment que des animaux dans la savane. Et forcément, c'est ce qui a fait aussi, je pense, le gros succès du film, c'était ce parti pris-là. Et là, le gros problème, il est là, c'est que contrairement à une adaptation live-action du livre de la jungle, pas Mowgli, le livre de la jungle de Jon Favreau, qui pour moi était aussi une prouesse technique et qui marchait assez bien. Mais il y avait encore. déjà le même problème, je trouve. Il y avait déjà le même problème, mais du coup... Les animaux restaient aussi assez inexpressifs. Ouais, mais du coup, il y avait le petit Mowgli qui finalement fait que on s'attache à qui à la base ? On s'attache à Mowgli et c'est lui qu'on va suivre. Et donc ici, finalement, s'attacher à un Simba qui a déjà une voix enfantine assez insupportable, en tout cas en VO. Je me rappelle plus du nom de la jeune coqueluche de Disney. Mais c'est vrai que même qu'on a pris la version adulte doublée par Donald Glover, qui a quand même une voix assez jeune, ça marche pas. Ouais, non, ça c'est assez compliqué. Et du coup, le problème il est là, c'est que l'attachement au personnage n'opère pas en fait à cause de ça, à cause du fait qu'on voit vraiment la CGI et qu'on n'a pas le trait des dessins qui fait la magie. T'es d'accord avec ça, Alessia ? Alors moi, ça m'a pas... Enfin, je pense que même si on aurait eu des animaux comme dans Mowgli avec des têtes humaines, on va dire, je pense que j'aurais quand même eu ce problème où ça me gêne pas qu'ils aient pas d'expression faciale. Mais moi, tout de suite, je me suis dit, il y a plein de scènes dans le dessin animé qu'ils pourront pas faire parce qu'il faut quand même garder cette pointe de réalisme. Et effectivement, il y a plein de scènes qu'ils n'ont pas pu faire. Donc, c'est pas du plan pour plan, parce qu'il y a plein de scènes qu'ils n'ont pas pu faire parce que dans la réalité, ce ne serait pas possible d'empiler des animaux. Avec comme les hyènes qui dansent. Comme les hyènes qui dansent, ouais. Voilà, une parade hitlérienne, c'était vraiment ça dans le dessin animé. Donc là, il y avait un côté un peu fantaisiste qui s'incrustait quand Scar... chante cette chanson Soyez prête. Merci, soyez prête en français, exactement. Et puis là, là non plus, il n'y a plus de... Alors les chansons, elles sont toutes là, les danses sont plus là. Non. Qu'est-ce qui manque ? Il n'y a pas le rapport du matin. Ouais. Ils ont encore coupé le rapport une chanson du matin. Et ils en ont rajouté une. Et ils ont coupé. J'avais dit que je jugerais le film sur une seule scène.
Une seule scène. C'est quand il retourne au rocher et que Timon et Pumba doivent faire diversion pour les hyènes. Ah Et oui, qui chantent la chanson hawaïenne. ah oui, c'est juste. Parce que c'est franchement la scène la plus hilarante. Si vous voulez rire 10 minutes, vous tapez sur YouTube Luau dans toutes les langues et vous regardez ça dans toutes les langues, vous vous pissez dessus pendant une demi-heure. Et j'attendais ça, et il n'y a pas. Bah non, Mais ouais. justement, par Mais rapport à pas. ça, je trouve qu'effectivement, les chansons, finalement, c'est le plus gros aveu d'échec de ce parti pris, parce que Complètement. à force de vouloir faire un truc hyper réaliste et hyper terre à terre, en fait, on lisse tout et on enlève toute la force du dessin animé, parce qu'on reste quand même dans une comédie musicale. La comédie C'est vrai. musicale, c'est quand même quelque chose qui permet justement de s'évader du réel, d'élever un peu l'histoire, de jouer avec le décor. Enfin, dans les chansons du dessin animé d'origine, on profitait justement, je sais pas, par exemple, Je voudrais déjà être roi, où là on jouait avec les animaux, on jouait avec les couleurs. On finissait à la fin sur une pyramide d'animaux. Et évidemment que si on prend un parti pris réaliste où Ah oui. on Les joue la autruches carte vont pas du monter sur les c'est ça. rhinocéros, quoi. On peut pas faire ça, et on se retrouve juste avec des chansons filmées de manière hyper plan-plan, où on voit juste les animaux se balader dans la complètement. savane et puis ils chantent. Et finalement, quel est l'intérêt de faire ça? Parce que C'est là où il y a plus de poésie et plus de magie. on en fait. enlève tout, on lisse tout en fait. Ouais, exactement. Et puis finalement, quand même, tu disais c'est pas exactement du plan par plan, mais franchement, quand tu regardes les scènes qu'ils ont refaites, la manière dont ils les ont faites, c'est-à-dire que même cette fameuse scène avec la mort de Mufasa, en fait, avec la ruée des gnous, il y a même ce dézoom, ce zoom et dézoom sur Simba, etc. Enfin, je veux dire, tous les plans vraiment. Les scènes importantes sont très bien faites. Oui, les oui, scènes oui. importantes Mais sont même vraiment, justement la là, on scène est de la nickel. mort de Bah, elles sont Mufasa, bien elle est réalisées, pas mais- exactement plan pour plan. Enfin, moi, je la trouve beaucoup moins forte que dans l'original. Ouais. Elle est beaucoup moins agaçante. Et une scène qui est reprise, alors pour le coup vraiment plan par plan, c'est la scène d'intro. Ouais, du Oui. début. Où là, vraiment, on a absolument chaque plan sur les animaux, les 2 girafes qui marchent, Les même éléphants. voilà, une des scènes, c'est assez révélateur. D'ailleurs, je trouve que les seules scènes qui exploitent vraiment l'idée de profondeur et de 3 dimensions, c'est des plans qui sont repris tels quels du dessin animé d'origine qui était en 2D. Il y a par exemple dans la scène d'intro ce plan où on a une mise au point, où on commence d'abord sur des insectes qui avancent sur une branche et on fait le point sur le troupeau de zèbres qui avance derrière, ou c'est l'inverse, je ne sais plus exactement, mais bref, il y a un jeu sur la profondeur, et ça c'est un plan du dessin animé original. Pour le reste, pour moi, le film exploite pas du tout son nouveau format qui est la 3 dimensions justement. Non, mais c'est vrai. Et puis, il y a un côté plan-plan, comme tu dis. Finalement, on peut se demander quelle est l'utilité, encore une fois, hein, comme je l'ai dit en intro, mais pas nécessairement de refaire ces dessins animés en live action, mais de le faire comme là le fait le Roi Lion, c'est-à-dire que refaire plan par plan, et aussi les dialogues. L'histoire, les dialogues, il n'y a rien qui bouge, quoi. Moi, j'ai retrouvé quasiment tous les mêmes dialogues, alors d'accord, avec quelques subtilités, c'est-à-dire qu'on a perdu le monsieur porc Oui. de Pumba. Oui. Bon, bah voilà, moi j'étais un peu dégoûté, parce qu'effectivement, je pense que c'est une des plus belles répliques, en tout cas une des plus drôles du dessin animé. Mais c'est vrai que je me dis, mais pourquoi revoir exactement la même chose sous forme, comme tu dis Thibaut, de documentaire animalier presque, Ouais, on peut plus se confondre permettre avec la le réalisme. fantaisie. Ouais, exactement. Et ce qui faisait la force pour moi du dessin animé, c'était je pense, les chansons, le scénario, l'identification à ces animaux qui ont justement des traits assez humains et assez personnifiés dans les dessins. Et puis les chansons, bien entendu, quoi. L'aspect comédie musicale. Et puis là, bah, finalement, on perd un peu tout ça. Est-ce que toi, Alessia, tu as quand même ressenti l'émotion à certains moments que tu ressens en regardant le dessin animé encore maintenant ou Oui, pas bah après, je pense que c'est quand même un moyen, même qu'aujourd'hui on a accès très facilement aux films et tout ça, mais de faire vivre l'histoire encore après pour les nouvelles générations et tout. Et moi, les chansons, ça m'a pas... À part cette question de ça n'a pas été filmé la même chose parce qu'on ne peut pas le faire, mais vraiment au niveau de la musique, moi j'y suis allée avec mes potes et franchement, il n'y avait que des gamins dans le cinéma et nous on était derrière et on chantait toutes les chansons. Ils auraient dû le faire en karaoké comme Bohemian Rhapsody. Comme ça, les gens auraient pu chanter tout, ça aurait été incroyable. Donc nous, on était vraiment à fond. Et moi, ce qui m'a vraiment, je pense, mon grand point positif, c'est d'avoir gardé ce leitmotiv de la famille ou du roi, enfin je sais pas
à quoi exactement de l'héritage, ouais, etc. qu'on retrouve tout le temps. Enfin, moi, j'entends ce truc, je pleure quoi, dès la première fois et à chaque fois qu'il arrive. Et ça reste quand même. Et même dans les chansons, même qu'on est un peu déçus justement pour l'image, je trouve que pour moi, c'est resté en tout cas. Et nous, on était à fond, on chantait, on était contents de réentendre ça quand même. Ouais. Moi, je peux comprendre ça parce que pour moi, c'est vrai que si on est fan du dessin animé, là, on retrouve quasiment, comme on a dit, une reproduction quasi telle quelle. Donc forcément que si on adore le dessin animé, on peut pas passer un mauvais moment, je pense, devant ce film, etc. Et puis, il a des qualités plastiques, visuelles qui sont quand même hallucinantes. Et moi, je tiens à souligner ça. C'est vraiment magnifique et techniquement bluffant. Est fou. Ouais, on dirait un vrai singe. Le gros plan qu'il y a un moment sur ses yeux, c'est incroyable. Celui-là a de l'émotion. Ce visage-là est expressif et a de l'émotion. Non, mais c'est vrai que là-dessus, voilà, tout le film a vraiment des qualités de dingue. Et je peux pas dire que voilà, j'ai passé un mauvais moment devant. C'est juste que je suis ressorti là en me disant, ouais, à quoi bon, je l'aurais oublié demain. Et puis je pense que les gens aussi vont finalement l'oublier demain, dans le sens où le dessin animé continuera de traverser les âges comme il l'a fait, parce qu'il y a quelque chose de magique qui opère vraiment dans ce dessin animé. Pour l'avoir en plus revu dernièrement, il y a vraiment quelque chose de fort. Et pour les raisons que j'ai citées juste avant, ce film-là, à mon avis, il brosse le spectateur dans le sens du poil, il redonne la petite vague nostalgique dont on a envie, dont on a besoin, il nous donne exactement ce qu'on vient chercher. Je veux dire, il y a même un moment quand même où on brise le 4e mur quasiment, et où moi ça me fait bondir, et puis ça m'énerve même quasiment, c'est le moment d'Hakuna Matata. Je sais pas si vous vous souvenez de ce moment-là, mais où Pumba commence à dire Hakuna Matata, et là il dit ah mais attends Simba, c'est ça ta réaction? D'habitude les gens frappent des mains, sous-entendu allez, on veut que le public commence à taper des mains dans la salle. Il y a aussi une scène où Timon commence à chanter une chanson de La Belle et la Bête. Donc Disney commence même à faire du inside joke. Crossover, c'est ça. C'est ce qui a remplacé Luau du coup. Exactement. Et donc voilà, moi c'est tout ce genre de choses là où je me dis mais ce film là, à quoi bon quoi? Et je pense que les gens vont le laisser à mon avis sous un coin de table. Ça c'est justement la question que je me pose, parce que je m'interroge par rapport aux gamins d'aujourd'hui qui vont découvrir le Roi Lion à travers ce film là sans avoir vu l'original. Est-ce que ça va faire le taf? Est-ce que ça va faire illusion? Parce que finalement, effectivement, ce qui marchait dans l'original peut marcher dans celui-là. Enfin, je trouve assez symptomatique ce qu'on disait tout à l'heure sur les musiques. Oui, on est content de retrouver ça. Enfin, moi, justement, c'est une réflexion que je me suis fait pendant le film, c'est que je crois que vraiment les seules émotions que m'a procuré ce film, c'est à travers la musique, parce que j'étais content de retrouver tel ou tel thème. Les images ne m'ont rien fait, à part l'effet de stupéfaction face à la qualité technique de tout ça qui dure un petit moment dans le film. Mais au-delà de ça, moi, j'ai pas ressenti d'émotion pour les personnages, j'ai pas ressenti de cinéma, quoi. Non, mais je suis complètement d'accord avec ça. Alessia, toi, tu acquiesces, ou est-ce qu'il y a quand même des moments visuellement où ça t'a pris, où tu as retrouvé les scènes iconiques? Alors, je dois avouer que les scènes dans cet endroit paradisiaque avec Timon et Pumba sont assez incroyables. Quand ils mangent les larves. Ouais, là, je me suis dit, pas mal quand même. Genre, plein de gens disaient, ces petits-enfants qui vont devoir voir Mufasa mourir en 3D hyper réaliste. Les larves en 3D super réaliste, c'est assez bien fait, c'est assez dégueu aussi. Et c'est encore plus... dramatique dans le dessin animé, la mort de Mufasa, soit dit au passant. Là, franchement... Bon, pas tant que ça. Enfin, il y a rien qui change fondamentalement, c'est la même scène. Oui, mais du coup, là, je la trouve beaucoup moins forte émotionnellement. Ah oui, absolument. Et en fait, tout tient justement de l'expression faciale de Simba, en fait. Et tout le moment où ils jouent les deux, le père et le fils, qui créent en fait le lien avant que justement il y ait cette séparation par la mort, tout ça est lié aussi justement aux expressions, au sourire, au visage, au regard qu'ils se donnent. Et puis là, t'as l'impression de voir des marionnettes en CGI qui ouvrent la bouche pour dire les répliques. Et c'est ça qui est assez triste. Moi, j'ai aussi une autre scène qui m'a vraiment fait ça. Le moment où Rafiki apprend à nouveau
que Simba est vivant. Là, cette fois-ci, ils ont fait durer la chose, parce qu'il faut le dire aussi, le dessin animé dure 1h30, le film en dure 2 heures. Et puis là, il y a toute cette scène où en fait, il y a un poil de crinière de Simba qui s'envole. Normalement, dans le dessin animé, ça passe très très vite, c'est-à-dire que il y a un fondu comme ça où on va voir la poussière qui va arriver vers Rafiki. Et puis là, en fait, je sais pas si tu veux raconter peut-être tout le passage de ce poil jusqu'à... Oui, il passe dans l'air, il finit dans l'eau, il finit dans un nid d'oiseaux. Il y a un oiseau qui l'amène, l'autre qui le rejette. Il repart dans les airs et il arrive chez Rafiki, je crois. Et il arrive dans une merde avant quand même. Hein. Oui, bousier. dans c'est pas un scarabée, c'est un... C'est un bousier, non ? C'est pas comme ça. Oui, c'est un bousier. Ouais, c'est ça. ouais. Enfin bon, il y a tout ce truc en fait du cycle de la vie finalement qu'ils arrivent à montrer à travers ça. Et donc là, je me dis, ah ça y est, une bonne idée. On fait traîner le truc, etc. Elle est belle en plus, pas ça. monter en puissance jusqu'à ce moment hyper émouvant où Rafiki va retrouver ça et va, on va dire, répandre cette espèce de peinture autour de la crinière de Simba. Et en fait, c'est un moment dans le dessin animé, moi, qui m'émeut énormément, que je trouve très très fort visuellement aussi, avec justement l'expression faciale de Rafiki. Et là, pour moi, ça retombait complètement. Et je me suis dit, merde, quoi. Ouais, parce qu'encore une fois, on lisse tout pour ce parti pris du réalisme. Pareil, la fameuse scène où Mufasa apparaît dans les nuages et dit à Simba, souviens-toi, qui était hyper fort dans le dessin animé. Là, alors on la refait plus ou moins, mais comme, on reste terre à terre, faut pas qu'il soit trop marqué, le lion dans le nuage quand même, donc on le suggère très, 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 très subtilement. Enfin, on aplanit tout l'imaginaire, et moi, c'est ça qui me hérisse le poil, et même cette fameuse scène du bousier et tout ça, et de ce poil qui traverse tout, finalement, c'est la seule nouveauté qu'apporte vraiment ce film, c'est qu'on étire des scènes. C'est clair dès le départ. On a cette introduction qui est reprise plan par plan sur la cérémonie qui présente la naissance de Simba, et juste après, on a cette fameuse scène qui introduit Scar, où il chope une petite souris en fait qui se balade. Oui. Et là, le seul truc nouveau qu'il propose, c'est qu'en fait, on voit un peu plus longtemps la souris se prolonger, histoire d'en balancer plein les yeux. Regardez, c'est de la démo technique, quoi. Oui. Mais... On peut faire des beaux décors avec des beaux animaux, et puis on ne raconte rien de plus fondamentalement. C'est marrant parce que autant ces scènes-là, ils les ont rallongées, et il y en a plein d'autres, comme par exemple le moment où Mufasa explique à Simba ce qui est dans le soleil, c'est exactement, Hanouna. Qui ça, j'ai trouvé que ça avait l'air court. Après, je sais pas, peut-être que si on calcule dans le dessin animé et dans le film, c'est la même durée, mais j'ai eu l'impression que beaucoup de scènes comme ça qui sont importantes sont passées hyper vite. Ouais. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, pour moi, je pense que ça ne prend pas en termes d'émotion, de pouvoir visuel, d'évocation, etc. Et à mon avis, c'est aussi lié à la bande originale, c'est-à-dire qu'on a parlé des chansons d'Elton John qui sont reprises par les stars de la pop actuelle. On a Beyoncé, Childish Gambino, etc. qui s'en donnent à cœur joie pour reprendre avec leurs petites vibes R&B les chansons d'époque. Mais il y a aussi Hans Zimmer qui revisite sa BO, mais de manière là aussi, on se dit mais en fait on n'aurait pas dû toucher à ce score, parce que moi je trouve il lui enlève l'ampleur qu'il avait complètement. Le score d'Hans Zimmer en 1994, je le trouve hallucinant, quoi, pour l'avoir réentendu là, mais pour moi la force émotionnelle passait vraiment par là aussi, par l'ampleur de la musique. Et là il essaie de revisiter ça en disant on va reprendre à peu près les mêmes thèmes mais on va les faire différemment. Et je me dis merde, refaire son propre score de manière aussi neutre, lissée et inintéressante, je trouve ça complètement fou, quoi. Et moi, c'est typiquement ça qui me laisse complètement plat, quoi. Et je me dis, je sais pas si on aura envie de montrer ça à des enfants. Enfin, je veux dire, je vois pas comment les parents aujourd'hui pourraient se dire mais ça c'est mieux, on va montrer ce truc en 3D, etc. Alors que revoyons le dessin animé, il n'a pas vieilli, quoi. Et en fait, la magie est là à travers le dessin. Donc, je ne sais pas où ça va s'arrêter, ces adaptations live-action, mais pour l'instant, c'est bien parti pour continuer, quoi. Moi, ce qui m'a gênée aussi, c'est que justement, on nous vendait ça pour du plan pour plan, et après, il y aura que les puristes, sûrement, qui seront d'accord avec moi. Comme toi, quoi. Mais voilà, comme moi. Mais il y a vraiment, je pense, pendant les 45 premières minutes, après, j'ai arrêté et je me suis dit, je me concentre sur autre chose. J'étais à chaque fois déçue parce que j'attendais cette scène
Et il n'y avait pas. J'attendais ce moment, genre par exemple... Donc t'es quand même quand, partisane pour avoir vraiment exactement les mêmes scènes que tu Bah, aimes on dans nous le l'a dessin animé. vendu comme ça. Ouais, d'accord. Donc, mais après, il y a des choses... Alors, je comprends, on part sur quelque chose de réaliste, donc bon, admettons, je voudrais être roi, on fait pas la pyramide d'animaux, mais par exemple, après, dans la chanson qui chante Simba et Nala, quand ils se retrouvent, il y a ce moment où normalement, il l'a fait tomber dans l'eau. Tu parles de la nouvelle chanson ou tu parles de Can You Feel the Love Tonight? Can You Feel the Love Tonight, où elle tombe dans l'eau, elle sort, elle est toute saoulée, machin, elle le repousse. Bah ça, il y a pas. Et c'est vraiment des détails comme ça qu'on attend, comme dans les hyènes. Ouais. Ed est censé être débile. Ouais, il n'est pas censé parler, il est juste censé être bête. Et là, bon, il est bête, mais pas autant que dans le dessin animé. Enfin, je trouve que les 3 hyènes, il manque un là truc. aussi, elles y sont pas, ouais. Et en fait, bah voilà, pendant tout le début du film, j'étais là à attendre des détails. Ouais, c'est vraiment des détails de quand on connaît le dessin animé par cœur, mais c'est vraiment des détails qui, moi, me font marrer et qui m'ont marqué. Enfin, je sais pas, peut-être la dernière fois que j'avais vu le dessin animé, ça doit faire 10 ans que je l'avais pas vu, et que j'ai toujours dans mon esprit et que j'attendais. Au bout d'un moment, je me suis dit, bon, faut que j'arrête parce que sinon ça va vraiment me saouler à la fin. Et après, je me suis dit, bon, voilà, on regarde autre chose. Et j'ai trouvé sympa, par contre, d'introduire un peu des nouveaux animaux dans cette oasis avec Timon et Pumba. Toutes ces scènes avec l'antilope et tout, bon, voilà, ça apporte un petit truc un peu marrant, et ils sont pas tombés. J'ai eu peur pendant un moment qu'on tombe dans le lion qui devient végétarien ou vegan ou je sais pas trop quoi, et bon, il continue quand même à manger des larves, et on montre bien qu'il a pas perdu son instinct de je dois manger l'antilope, mais je le fais pas parce qu'on vit tous ensemble. Ça, c'est vrai. Non, parce que ça serait débile, mais ce serait raconter quelque chose de nouveau, et c'est ce que ce film évite à tout prix, c'est ça. Bah, le gros problème aussi, juste un tout petit mot, mais Pumba, il est... Enfin, comment tu veux t'attacher à un phacochère Mais c'est ça. Il est terrifiant. Il est terrifiant, Pumba, quoi. Alors que dans le dessin animé, mais voilà, alors il rote, il pète, il est un peu lourdeau et un peu concon, mais je veux dire, tu t'attaches parce que visuellement, il y a du charme, quoi. Là, franchement, quel gamin va trouver attachant un phacochère qui ressemble goutte pour goutte à un phacochère, quoi. Mais le Pumba bébé était mignon, quand même. Le Pumba bébé qui pète à côté du rhinocéros était vraiment mignon. Alors c'est vrai, ils l'ont introduit là aussi. Non, mais pour rebondir sur ce que tu dis, le fait que ça raconte rien de nouveau, et puis je pense qu'on finira là-dessus, mais pour moi, le gros problème de ce film aussi, c'est qu'il n'y a aucune vision d'auteur qui se réapproprie. Bon, c'est du Jon Favreau. Hein. Ouais, alors ça, d'accord. Mais c'est vrai qu'on le sent, c'est-à-dire qu'on sent cette volonté de refaire exactement, de servir aux fans ce qu'ils attendent. Alors, pas totalement si on te croit, Alessia, mais c'est vrai que là aussi, ça manque en fait d'une réinterprétation du truc, de petits moments où on pourrait se dire, ok, il veut nous dire ça à travers l'héritage de ce dessin animé, il a envie de nous transmettre tel message ou tel message, et finalement de mettre un petit peu de personnalité là-dedans, quoi. Et en fait, là, on évite complètement ça. On ne raconte rien d'autre que mot pour mot, dialogue par dialogue, ce que disait le script d'origine, quoi. Mais finalement, comme à peu près tous les live-action que Disney nous a servi jusqu'à maintenant, c'est que c'est ça qui est assez fascinant de voir ça. On a eu quand même plusieurs réalisateurs... c'est pas le cas dans le Dumbo de Burton, par exemple. Alors peut-être que c'est l'exception qui confirme la règle, mais je vois même dernièrement un Aladdin, où il y avait quand même derrière un réalisateur avec un style assez marqué, que personnellement je déteste, mais qui aurait dû pouvoir transpirer à travers le film, et pas du tout. Finalement, on a effectivement des produits qui se ressemblent, et on se retrouve exactement face au même truc que Disney fait avec Marvel, c'est-à-dire des produits calibrés, uniformisés, où les auteurs ne se démarquent pas du tout d'un film à l'autre, et où on a juste des trucs techniquement bien faits, mais qui ne racontent rien, ou en tout cas rien de nouveau. Si on ne raconte rien de nouveau, et qu'on dit que c'est du plan par plan, faire du vrai plan par plan. Sinon, oui, ils auraient dû, c'est vrai, amener, je sais pas quoi, mais... à la limite, tant qu'à faire, amener un petit quelque chose de nouveau, quoi. Ouais, une réinterprétation du mythe, quoi. Voilà, en tout cas, ce qu'on pouvait dire donc du Roi Lion de Jon Favreau. C'est bien quand même. c'est bien quand même. Je pense que si j'ai l'occasion de le revoir, je le reverrai quand même. C'est vrai. Oui, ouais. Non, mais arrête, vaut mieux revoir 30 fois le dessin animé. Ah, mais je regarde les deux. Ah ouais, bon, d'accord. Puis comme ça, après, je dis encore plus. Ça, c'est pas pareil. Non, mais je pense que si, je sais pas, ça passe à la télé, ou que... Enfin, voilà, je pense que je le reverrai. C'est pas non plus mauvais. Si on le compare pas au dessin animé, pour moi, c'est pas mauvais.
Ah oui, Si c'est on vrai. compare, Sauf que le problème, c'est qu'il existe que pour ça. C'est ça. Le C'est film, ça. quoi. Et c'est bien le problème. Mais effectivement, je pense qu'on l'aura très vite oublié, en tout cas Thibaut, et qu'on aura envie de revoir ce dessin animé plein de fois. Complètement. Très bien, merci beaucoup Alessia, merci beaucoup Thibaut d'avoir débattu donc sur Le Roi Lion de Jon Favreau qui est actuellement en salle et puis qui va sûrement faire le carton plein de cet été et peut-être être dans le top de cette année et puis encourager Disney encore et encore à recycler ses dessins animés. Il y a Mulan qui arrive en 2020, La Petite Sirène aussi bientôt, donc on n'en a pas fini d'en parler et puis on espère avoir un avis un peu différent la prochaine fois et puis pouvoir vous dire d'autres choses que c'était mieux avant, effectivement, même si c'est le cas. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode du Saloon. Vous savez que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Laissez un commentaire si vous avez envie pour nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode ou ce que vous pensez tout simplement du Roi Lion. Et puis nous suivre sur toutes les plateformes de streaming pour retrouver les épisodes que vous voulez. Il y a notamment plein d'épisodes à propos du NIF, le festival du film fantastique de Neuchâtel. Vous retrouverez plein d'épisodes là-dessus. Et on se dit à Locarno pour le prochain épisode. Ciao!